On va attaquer une nouvelle table ronde sur l'accessibilité numérique et je vais appeler sur scène Manuel Pereira, Janine Langlois-Glandier et Anso Rakoto. Et si Sarah est dans les parages, je veux bien qu'elle lance. Bienvenue à vous trois. Bonjour à vous trois. Êtes-vous bien installés tous les trois? Parfait. Vous êtes pas mal? Parfait. Manuel, je vais vous confier un... Je veux bien... Bougez pas. C'est moi qui viens à vous. Vous le garderez. Ok. Et je vous ferai un... On partagera le micro. Du coup, Manuel, on va commencer par vous. J'aimerais que vous me donniez votre définition de l'accessibilité numérique. Et je précise, je pensais que la slide apparaîtrait derrière, que vous êtes directeur du pôle accessibilité de l'association Valentin Aoui, j'ai bien prononcé? AUI. Aoui. À vous la parole. Alors, l'accessibilité, si je voulais donner une définition rapide, je vous dirais que ça consiste à donner un accès à l'information égal pour tous, quel que soit le support utilisé, qu'il soit numérique ou autre. Voilà. C'est ça l'accessibilité. Et est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que les médias ont progressé dans cette thématique-là? Je suis désolé, je vais vous décevoir. Oh, mais non, allez-y. Mais en fait, je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais aujourd'hui, en France, vous avez 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 2 millions de personnes qui sont déficientes visuelles, grosso modo, 1 600 000, 1 700 000, avec un chiffre qui va exploser dans les années qui arrivent à cause du vieillissement de la population. Et le nombre de sites web accessibles, aujourd'hui, il est entre 3 à 4%. Voilà. Donc ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires, mais moi je suis preneuse d'un retour ou de réflexion de vos voisins. Janine, à vous la parole. Bien, alors je suis présidente du forum Média Mobile, qui comprend toutes les sociétés de télévision, diffuseurs, publics-privés, les opérateurs, SFR, Orange, Bouygues, les constructeurs de réseaux, TDF, Telsat, etc., les fabricants de terminaux, LG, Samsung, Sony, etc., et les auteurs, en fait toute la filière, si vous voulez. Alors, il y a un point, une question que vous avez posée à mon ami. Je voudrais aussi pouvoir y répondre. L'accessibilité, c'est la possibilité pour tous d'avoir accès à des contenus. Et là, c'est vrai, certains handicaps sont très pénalisés, mais je dirais même que sans handicap, des fois, on est pénalisé. On donnera des exemples. J'en prends un tout de suite, l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, il y a la Bastille et il y a Garnier. Garnier, la jauge doit être quelque chose comme 1200. Combien de Français vont pouvoir aller à l'Opéra de Paris? Ce n'est même plus un problème souvent financier, c'est un problème de disponibilité. Quand vous habitez en Corse, quand vous habitez même à Béziers, difficile d'aller à l'Opéra de Paris. Pourtant, quand on rénove l'Opéra de Paris, quand on fait tous ces travaux, etc., dans vos impôts, vous payez l'Opéra de Paris. Donc, la possibilité d'avoir accès au moins de temps en temps en direct à un opéra, même chose pour la Comédie Française, c'est quelque chose de fondamental pour la culture, pour tous. On l'a vu pendant la pandémie. Alors, je ne reviens pas sur les chiffres que je partage tout à fait avec mon ami. C'est pas une catastrophe française, 2 200 000 malvoyants, 4 millions de malentendants, pour une population de 67 millions de Français. C'est des chiffres que vous retrouvez dans les pays occidentaux, que vous retrouvez en comparaison aux États-Unis, un peu partout. Et là, il y a un effort formidable à faire. Mais je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais raconter tout à l'heure le début de la manière dont on peut résoudre ce problème.
Très bien, mais je crois que dans les solutions, je vais passer le micro à Anso. Merci. Parce que côté France Télévisions, c'est un constat que vous avez fait et vous avez commencé à mettre en place des solutions. Mais du coup, je veux bien ta définition de l'accessibilité aussi. Alors, je partage la définition. Je pense que c'est l'accessibilité numérique. Je dirais que c'est la capacité à offrir un accès simple et fluide à un contenu ou à un service disponible sur des environnements numériques et effectivement à tout le monde. Je pense que la notion de tous est très importante, pas simplement aux personnes en situation de handicap, mais vraiment à tout le monde. Alors du coup, en cas concret, qu'est-ce que vous avez mis en place chez France Télévisions, puisque je crois que c'est un indicateur qui est mesuré régulièrement chez vous? Oui, alors on a entamé toute une démarche en fait il y a à peu près 2 ans. Alors déjà l'accessibilité au global, c'est quelque chose qui fait partie des enjeux de France Télévisions avec sa mission de service public. Effectivement, toutes les valeurs d'inclusion, de diversité, de représentativité. Mais il est vrai que sur le numérique, on était un petit peu en retard. On l'est d'ailleurs toujours un petit peu. Mais on a commencé une démarche donc il y a 2 ans, comme je disais, et cette démarche elle a commencé par une prise de conscience. Et donc quand on a voulu définir où est-ce qu'on voulait aller, la première chose, et on l'a dit plusieurs fois ici depuis le début de l'après-midi, c'est où on est. Et donc on a fait tout un audit de nos sites et de nos applications mobiles pour savoir en fait quel était notre point de départ. Et puis une fois qu'on a fait ça, 2 bénéfices. Le premier, c'est qu'on peut enfin se donner des objectifs et donc une démarche pour aller plus loin, mais aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que globalement, on a vu nos chiffres et on s'est dit waouh, on est très en retard, qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur? Et donc du coup, on s'est dit maintenant qu'on a un cap, comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble du groupe sur le numérique, sur cette thématique. Et donc la première chose, pareil, on l'a beaucoup dit, c'est la sensibilisation et la formation. Donc on a lancé un plan de formation de l'ensemble de nos collaborateurs, donc tous nos product managers, nos designers, nos développeurs, avec un premier volet autour de la sensibilisation. Et donc c'est pareil, c'est comment, je crois que c'est Sacha qui en parlait tout à l'heure, développer l'empathie. Donc on a eu pas mal d'exercices un peu pratiques, un peu ludiques sur comment on vit un handicap, si jamais, pour essayer de se mettre à la place de la personne. Et puis un plan de formation, parce que concevoir des sites et des applications accessibles, c'est que ça demande quand même une expertise, c'est des compétences qu'on n'avait pas en interne, et donc on a formé l'ensemble de nos collaborateurs. Et après, du coup, on a développé certaines optimisations. On est encore loin, je pense, de là où on devrait être, mais en tout cas, on a fait quand même pas mal de progrès. Manuel, quand vous entendez quelqu'un qui dit se mettre à la place de la personne, ça m'interroge. Est-ce que vous êtes parfois sollicité par des institutions, des groupes médias pour justement avoir cette prise de conscience? On parlait d'empathie, mais surtout d'amélioration. Je voudrais juste mettre en perspective ce qui vient d'être dit. En fait, l'accessibilité pour les sites publics, elle date de la loi de 2005. Et il y a un référentiel qui date de 2009. Et normalement, si on avait respecté la loi, tous les sites publics auraient dû être accessibles depuis 2013. D'accord ? Si on avait respecté la loi. Donc aujourd'hui, je suis heureux, et c'est très bien, qu'un certain nombre d'acteurs prennent les choses à bras-le-corps et agissent dans ce sens-là. Ça va dans le bon sens. Mais en attendant, ça fait depuis 2013 que nos associations se battent pour essayer de faire changer les choses et pour qu'enfin on puisse respecter la loi et qu'on puisse accéder aux sites publics et donc forcément aux médias publics et autres, puisque les médias dans leur globalité, pour ce qui nous concerne en termes d'accès aux médias en ligne, pour les personnes déficientes visuelles aujourd'hui, la situation est très compliquée. Françoise, vous voulez compléter? Parce que je vous vois. Non, je dis, vous voulez compléter ce oui, que je vous vois. Oui, pour que le public. Janine, pardon. Pardon, c'est moi. Oui, mais c'est pas grave. Pour que le public comprenne. En 1975, à San Francisco, un jeune homme qui s'appelait Grégory Frazier, qui est professeur dans cette université, voit son ami en train de raconter à sa femme qui est aveugle ce qui se passe à la télévision. Il lui chuchote, il y a 3 personnages, elle est habillée, elle a une jupe courte, etc.
Et tout d'un coup, ce phrasier, si vous voulez, ce professeur, comprend que là, il y a peut-être quelque chose de formidable. Il se trouve qu'à l'université de San Francisco, si vous voulez, donc en 1975, tout d'un coup, le président de l'université change, et c'est le frère de Francis Ford Coppola qui devient président de l'université, qui s'intéresse tout de suite à ce procédé. Francis Ford Coppola saisit l'intérêt et invente, si on peut dire, l'audiodescription. Je vous raconte cette histoire parce que souvent, les innovations, si vous voulez, c'est comme les valises à roulettes. On se dit, mais comment ils n'y ont pas passé avant? Quand vous voyez les films de la guerre 14-18 ou de 39, et vous voyez les gens tirer leurs valises, leurs machins, vous dites, mais c'est de la folie, la valise à roulettes, oui. Bon, ben là, l'audiodescription, si vous voulez. Alors, avec les technologies modernes, on y reviendra, c'est un élément important. Le sous-titrage, pour les sourds, c'est un élément important. Et dernier élément important aussi, c'est tout ce qui est robotisation. Dis-moi, Siri, est-ce que tu peux me chercher quelle émission? Dis-moi, etc. Il y a plusieurs éléments que la technologie nous a amenés qui font qu'on peut rendre accessibles certaines choses. Alors, je préfère vous dire tout de suite, et je suis en cohérence avec nos amis, on aurait dû faire davantage de progrès sur l'audiodescription, parce que maintenant, ça fait 35 ans. Hein. Alors, la première fois que moi j'ai vu un film audio décrit, c'était en 1989 au Festival de Cannes, parce que les Américains avaient invité des Français à l'Université de San Francisco pour les former à l'audiodescription. Et du reste, je salue l'association Valentin Huy, qui, la première en Europe, a amené, si vous voulez, cette technologie. Et aujourd'hui, vous avez un nombre de films important. La loi a imposé, et l'ARCOM, ex-CSA, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, oblige les chaînes de télévision qui ont un certain volume d'activité à audio-décrire leur fiction, les films diffusés, de la même façon que le CNC, le Centre national du cinéma, depuis 2021, tous les films qui demandent au CNC une part de financement sont obligés d'audio-décrire les films. Et hier soir, à Paris, il y avait une manifestation que je vous recommande parce qu'elle va durer jusqu'au 2 octobre. C'est le 13e festival de l'audiovision. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival de l'audiovision? Eh bien, c'est un nombre de films importants qui viennent de sortir, qui vont sortir. Hier, j'ai vu un film qui vient juste d'entrer dans les salles, Maria Rêve. Je l'ai vu en audio-description. J'avais un casque sur les oreilles et j'avais mis un foulard sur les yeux pour ne pas voir l'image. Alors, ce casque, il y avait quelqu'un, un audiodescripteur, donc il y a un auteur, plus un acteur. L'auteur a écrit le texte et l'acteur va lire. Donc, entre chaque dialogue, vous donnez la description des meubles, de l'atmosphère, des personnages, etc. Et ça, c'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'en France, on a un petit problème de formation. Et ça, les chaînes vous le diront, les chaînes de télévision du service public qui ont fait un effort. Arte a fait des efforts formidables, le service public aussi, TF1 aussi. On se bat maintenant pour avoir une description formidable. Et c'est très important parce qu'on s'aperçoit que ces films, ces séries audio décrites, quand on les vend sur les marchés, il ne faut pas oublier que la francophonie, c'est 300 millions de francophones dans le monde. Hein. Vous avez toute l'Afrique noire, vous avez évidemment le Canada, nos amis belges, suisses, etc. Donc, une bonne audiodescription, ça devient un élément important. C'est tellement important, du reste, que les publicitaires se sont intéressés aussi au sujet de l'audiodescription et se sont intéressés à faire des publicités. Il y a eu un accord qui a été signé entre les publicitaires et certains représentants des chaînes pour que la publicité soit adressée également aux malentendants par des sous-titrages adoptés et également, évidemment, aux malvoyants. Donc, vous voyez, c'est un travail que les technologies, la robotisation, la vocalisation
C'est évidemment un sujet qui est très moderne, puisque vous le savez, vous l'utilisez sûrement tous les jours. Vous faites traduire en 30 secondes un texte anglais en français, etc. Vous pouvez le faire sous-titrer. Bon, là, on a des grandes discussions avec les aveugles, et moi, je suis assez d'accord avec eux. Il faut être très prudent. Et c'est vrai qu'une vérification s'impose pour qu'on soit sûr de la qualité, que ça soit pas... Alors je rassure, hein, nous on travaille en 20 langues, on a exactement cette problématique avec nos rédactions de toujours Bien garder une approche Absolument. éditoriale et une validation journalistique. Absolument. Je vous laisse finir, après j'ai une question pour Anso. Non mais finissez votre phrase, je vous en prie. Très honnêtement, je ne sais plus. On était à la vocalisation Vocalisation. robot. Et ce que je trouve formidable, si vous voulez, en France, notamment sur cette histoire de robots, c'est que, par exemple, Orange s'est trompé. Orange avait développé un robot qui s'est avéré finalement pas au niveau des robots des plateformes américaines. Et finalement, Orange vient de passer un accord et va utiliser un robot, enfin une vocalisation américaine. Ce qu'il faut grâce à ces technologies, c'est utiliser le temps, mais pas trop non plus. Comme le rappelait tout à l'heure notre ami Perrin, là, on a un léger retard et on peut le combler si toutes les sociétés, et c'est le cas dans l'audiovisuel, il y a une bonne volonté et il y a un dynamisme très favorable. Alors justement, Anso, concrètement, ça prend quelle forme de traduction et chez France Télévisions sur la partie audiovisuelle et sur le numérique pour ouvrir les contenus au plus grand nombre en termes de fonctionnalité Oui, alors on travaille beaucoup effectivement sur l'audiodescription, faire en sorte qu'on arrive à 100% de nos programmes audio décrits. On est loin, mais on essaye d'y arriver petit à petit. Donc ça, c'est plutôt sur la partie contenu. Ensuite, sur les fonctionnalités, on met en place beaucoup de choses pour simplifier l'expérience. Ce qui est important de dire, c'est qu'en réalité, donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que toute personne voulant consommer un contenu y arrive le plus rapidement possible. Donc la problématique, elle n'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, mais vraiment pour tout le monde. Donc en fait, en travaillant sur l'accessibilité numérique, on travaille à simplifier l'expérience pour tout le monde. Donc on travaille notamment par exemple sur notre player, notre lecteur vidéo, où on peut naviguer avec le clavier. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant. On a aussi par exemple des contenus qui sont automatiquement, encore une fois, avec la technologie speak to text, avec tous les inconvénients que ça peut avoir, mais on essaye de mettre en place ce type de technologie pour aussi favoriser l'accès au contenu. Voilà, c'est des choses, il y a tout un tas d'initiatives, mais on sait qu'on a encore plein de progrès à faire, c'est sûr. Le chemin est long. Manuel, là-dessus, quand vous échangez, parce que j'imagine que vous échangez de manière ponctuelle avec des éditeurs, déjà, est-ce qu'ils viennent vers vous? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce que vous êtes sollicité pour tester des parcours utilisateurs d'accès à l'information, quelle qu'elle soit? Alors, au niveau audiovisuel, oui. Je crois qu'il y a Canal+, par exemple, qui est dans la salle, et Canal travaille en ce moment sur une mise en accessibilité de son site web. Donc oui, on est consulté. Côté presse écrite, on est moins sollicité par les éditeurs de presse pour tester les parcours utilisateurs. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a de gros soucis. Je pense qu'il doit y avoir aussi pas mal de problèmes de formation interne des équipes au sujet de l'accessibilité. Alors, bon, c'est vrai que les filières liées au métier du web sont importantes. Il y a les développeurs, les intégrateurs, les contributeurs, les designers, enfin bon, donc tout un tas de personnes qui sont amenées à travailler sur un même sujet et qui doivent s'emparer de ce sujet-là. Et j'entendais parler tout à l'heure de web performance, c'est un sujet très intéressant. Et j'entendais qu'effectivement, on avait un logiciel qui, en fait, vérifiait que le code était bien propre pour ensuite pouvoir arriver et mettre en production. Et dans ce logiciel, je n'ai pas entendu le paramètre accessibilité, alors que je pense qu'il aurait toute sa place, puisque un des effets de l'accessibilité, c'est d'une part d'accentuer, d'améliorer le référencement naturel, mais également de faire en sorte que les pages s'affichent mieux et plus vite.
donc je pense que ça pourrait être aussi un paramètre, peut-être qu'il y est et qu'il n'a pas été mentionné, mais en tout cas, je pense que c'est un paramètre qu'il faudrait également prendre en considération. Alors justement, vous avez des éditeurs dans la salle. Qu'est-ce que vous leur demandez entre les 3 premières actions qui pourraient être concrètement mises en place par nous tous en tant qu'éditeurs? La première chose à faire, c'est de vous former et donc de travailler avec des professionnels de l'accessibilité qui vont vous expliquer concrètement, en fonction des métiers, les critères qui existent. Tout existe en accessibilité. Les règles, elles sont posées. Il y a un référentiel en France qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui est issu directement de recommandations internationales. Donc, on n'a rien inventé. Donc, premièrement, former. Deuxièmement, mettre les utilisateurs au cœur de leur dispositif et donc des tests pour vérifier qu'effectivement ce qu'ils produisent est utilisable par des personnes en situation de handicap. Et ensuite, le troisième paramètre, c'est lorsque tout ça est réglé, c'est de le faire savoir. Voilà. Vous trouvez qu'il y a une lacune sur le faire savoir? Il faut communiquer sur le fait qu'on travaille sur l'accessibilité, dire ce qu'on fait, vers où on va, expliquer le cheminement qu'on prend pour que les gens comprennent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et qu'on avance. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un vide total au niveau de l'édition. Janine, justement, quel est le message que vous portez aux marques et aux médias que vous accompagnez, et dans cette logique de dire il y a une opportunité, il y a un nouveau marché qui s'ouvre, donnons du sens et soyons concrets et faisons des actions visibles et rapides? Je crois que il y a eu, ces derniers temps, on a fait un travail ensemble avec les associations de malvoyants pendant 4 ans, et on est allé directement dans les entreprises sans passer, si vous voulez, par les canaux habituels, classiques. On fait une réunion dans une salle, etc. On s'est promené un peu dans l'entreprise, toutes les fonctions. Les aveugles, on arrivait avec les chiens d'aveugles, etc. Les aveugles eux-mêmes parlaient à l'opérateur de prise de son. Ils parlaient au directeur photo. Alors vous me direz, que fait le directeur photo dans cette histoire? Ben, c'est important que toute la profession sache qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, comment on peut répondre, c'est quoi l'audiodescription. Et que je crois que c'est ce travail d'information, de contact direct qui a été très important et qu'il nous faut poursuivre. Pourquoi? Parce que les aveugles, les malentendants, en général, ils ne sont pas seuls. Ils vivent dans une famille. Et la famille va chercher au moins 2 fois par semaine un programme à consommer ensemble. Et quand vous regardez sur les revues, que ce soit sur Internet ou papier, les programmes audio décrits, alors maintenant, ça y est, on a déjà cette information, si vous voulez, on arrive à trouver le programme audio décrit. On sait que dans les programmes cinéma, tel film est en audio description à telle heure de séance, et encore. Il y a eu récemment une discussion avec un groupe que je connais bien où ils sont assez réticents à mettre les horaires où il y a de l'audiodescription. Il faut voir aussi que pour une salle, si vous voulez, avoir des casques. Alors après la pandémie, bon, c'est un peu embêtant. Il faut maintenir l'outillage en bonnes conditions techniques, hein, parce que souvent les gens rendent les casques comme ça. Et puis il faut maintenir aussi les problèmes de salubrité. Hein. Bon, on n'a pas ce problème à la télévision, on n'a pas ce problème avec le téléphone. Mais si les principaux éléments, si vous voulez, c'est l'information le plus possible, le contact le plus possible. Et si vous avez l'opportunité d'aller dans des salles de cinéma et d'aller dans une séance où il y a de l'audiodescription, ne vous privez pas, essayez l'audiodescription, vous comprendrez et vous allez acquérir quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup. On emploie certains mots, c'est très délicat de faire une audiodescription. On ne commande pas le bazar de la charité. On n'a pas besoin des mêmes compétences que quand on fait une série, si vous voulez, sur les animaux ou sur un documentaire. Donc, il y a une espèce de casting qui se fait parmi les audiodescripteurs, les auteurs et aussi les acteurs.
Et ça, maintenant, dans les chaînes de télévision, dans les filières cinéma, ça commence maintenant à être bien connu. Et on fait un travail avec la FEMIS, avec l'Institut Louis Lumière, justement, avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour qu'il y ait des formations très courtes, des fois une demi-journée, pour que toutes les professions comprennent ce que l'on peut apporter par tous nos efforts ensemble, si vous voulez, à ce qu'est ce travail d'accessibilité. Et les technologies nous le permettent. Merci beaucoup, Janine. Je suis désolée, on arrive déjà au bout de cette table ronde. Je vous propose de continuer ce thème. Nous, côté France Média Monde, c'est un thème qu'on travaille à l'instar du travail qui est fait chez France Télé sur l'accessibilité en 20 langues, donc avec d'autres difficultés. Et moi, je suis preneuse de continuer cet échange de choses concrètes. On a testé des choses qu'on a arrêtées. Donc moi, je suis preneuse de cet A/B testing et de grandir ensemble. Et s'il y a d'autres médias publics, privés qui veulent jouer avec nous, je suis preneuse. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis très frustrée parce que c'est trop court. Hein, voilà, je passe le message à qui de droit. Merci à vous. Je récupère votre micro. Bougez pas.